que tu vois vraiment la sélection créée, je doute qu'il reste beaucoup de sprinteurs à l'avant. On voit Torosoft en tout cas, et donc toute l'équipe Garmin est à la planche. C'est extrêmement bien joué de la part de l'équipe Garmin Cervelo. Il y a Peter Sagan, on voit également le maillot bleu de Peter Sagan. Encore une fois, un final d'étape comme il nous a habitués ces derniers jours, avec une difficulté, des coureurs qui sont fatigués, qui dès la première difficulté lâchent. Et ces coureurs, ces routiers sprinteurs comme Sagan finalement, comme Torushov, qui vont vite, qui ont une pointe de vitesse assez importante, mais quand même légèrement inférieure aux purs sprinteurs comme Cavendish. Mais eux, ils ont cette qualité en plus de passer la moyenne montagne. Donc pour eux, ce genre d'étape est idéal. Et voilà, donc c'est monté assez vite. Ils ont vite fait le bilan de qui c'est qui était là, qui c'est qui n'était pas là. Ils ont vu que la plupart des gros sprinteurs avaient lâché dans la montée. Donc tout de suite, ils ont mis leurs coéquipiers à rouler à l'avant au maximum pour leur empêcher de revenir à l'avant. Et c'est bien joué de la part de l'équipe Garmin Cervelo et de Torosoft. Il y a deux équipiers. On voit également Frank Schleck, Levi Lappheimer dans la roue de Torosoft. Et il a encore un autre équipier avec lui. Vous voyez, ils sont en position de force là, l'équipe Garmin Cervelo. Et j'ai l'impression qu'à part Peter Sagan, il n'y a pas de coureur véloce au sein de ce groupe. Et là, il y a un Movistar à vérifier si ce serait par hasard José Joaquim Rojas. Qui revient à l'avant. On va se mettre à rouler. C'est une situation assez agréable pour les leaders. C'est beaucoup plus compliqué lorsque le peloton est au complet pour frotter, pour éviter les cassures. Lorsque le groupe est comme ça un petit peu plus sélectionné, il y a moins de risques de chute. Il doit y avoir une vingtaine de secondes, 15-20 secondes entre les deux groupes. Et on travaille très très fort au sein du deuxième groupe pour essayer de ramener les sprinteurs sur ce groupe. On va appeler le groupe Torosoft. Ça va être une course-poursuite entre les deux groupes. On le rappelle, à l'avant de la course, il y a toujours deux coureurs, Maric et Paolini. Ils ont 45 secondes sur un groupe d'une quarantaine de coureurs au sein duquel on retrouve Torosoft et Peter Sagan et la plupart des leaders au niveau du classement général. Et à une vingtaine de secondes, un deuxième groupe, le peloton principal, avec pour l'instant les sprinteurs qui sont les purs sprinteurs qui sont piégés par ce mouvement de course qui a été provoqué et par l'équipe Garmin Cervelo et par l'équipe Movistar. C'est vrai que déjà que les échappés avaient peu de chance d'aller au bout, mais alors cette situation de course, ça condamne définitivement. Ça condamne définitivement parce que maintenant on va plus se relever du tout. Ça va être à fond, que ça soit à l'avant comme pour le groupe de poursuite. Les uns pour contrer et avoir une petite chance de pouvoir disputer encore la victoire. Les autres justement pour pas se retrouver avec tous les sprinteurs à l'avant. On se pose plus de questions maintenant, c'est au fond au taquet jusqu'à l'arrivée. J'ai l'impression que la pluie fait à nouveau son apparition au-dessus du peloton, ou plutôt au-dessus des pelotons. Ouais, 20 secondes. 20 secondes, 25 secondes d'écart entre les deux groupes. On voit les Lotto et les HTC qui roulent main dans la main. C'est pour les deux frères ennemis, Greipel, Cavendish, qui doivent être les deux dans ce groupe. On a perdu un petit peu de temps pour réunir les équipiers à l'avant, pour faire un petit peu le bilan des forces en présence. Et maintenant, c'est dans l'intérêt des deux gros sprinteurs, que ce soit de Greipel, de Cavendish, de Matthew Goss, de revenir à l'avant. Donc on met nos équipiers, donner le maximum pour aller boucher ces 45 secondes. Non, un peu moins Daniel, il y a à peu près là pour l'instant 25 secondes. Ouais, 25-30 secondes. Et on l'a dit, les derniers kilomètres, il y a vraiment une portion qui est encore très rectiligne. On va aller chercher ce Grand Prix de la montagne de 4e catégorie. Et là, il y a une portion très rectiligne après ce Grand Prix de la montagne en direction de Chafouz. Par contre, dans Chafouz, c'est un petit peu un gymkhana avec notamment dans le dernier kilomètre et demi, il y a de nombreux obstacles urbains, des ronds-points, des terre-pleins, avec un virage à droite à 90 degrés, puis après à 500 mètres de la ligne d'arrivée, un virage à gauche compliqué
pour nous emmener à travers un rond-point dans la ligne droite finale. Les léopards participent également. Peut-être il y aurait des coureurs au niveau du général battus. Toute l'équipe, en tout cas toute l'équipe léopard au grand complet paraît être présente. Il y a Mathieu Goss, attention, il y a également Mathieu Goss, le vainqueur de Milan-San Remo de l'équipe HTC High Road. Et lui aussi, il a une grande pointe de vitesse. On peut jouer sur les deux tableaux maintenant au sein de l'équipe HTC, avec bien évidemment la volonté de faire revenir Cavendish sur l'avant de la course, mais au cas où d'avoir la carte joker de Mathieu Goss. Ils ne seront pas obligés de participer à la course devant. Oui, c'est sûr que pour eux c'est tranquille, mais encore une fois ça prouve le manque de confiance, en guillemets je dirais, sur Mathieu Goss au sein de l'HTC Columbia, parce qu'avec un sprinter de cette qualité à l'avant. J'ai un léger doute, on a vu Mark Cavendish qui venait prendre des relais, donc ça veut dire qu'on a quand même, même Mark Cavendish à la planche. Non, c'est Albazini. Je vous disais, si on met Mark Cavendish à la planche, ça paraît bizarre. Non, c'est Michael Albazini qui effectue un travail considérable, mais vous avez raison, on ne fait pas confiance à Mathieu Goss. C'est vrai qu'en ayant un Mathieu Goss à l'avant, on pourrait dormir tranquillement, je dirais, à l'arrière. C'est un sprinter qui peut donner des garanties, qui a gagné quand même Milan-San Remo, qui a une très très belle pointe de vitesse. Mais non, le leader, c'est Mark Cavendish, et s'il est lâché, on met tous les équipiers à fond pour le ramener à l'avant. Donc pour Mathieu Goss, si ça revient de l'arrière, c'est sûr qu'il va servir de poisson pilote pour Mark Cavendish. J'ai même l'impression qu'il y avait encore un équipier avec Mathieu Goss dans le groupe de tête. J'ai comme l'impression que c'était peut-être bien soit TJ Van Garderen, soit Bernard Hazel. Belle situation pour Mathieu Goss, qui n'est pas non plus tout seul, qui peut bénéficier de l'aide d'un coéquipier dans le final pour l'emmener dans les meilleures conditions. Ouais, ils sont bel et bien les coureurs de l'équipe HTC High Road. 20 secondes, l'écart qui est en train de descendre sous les 20 secondes. Voilà ce deuxième Grand Prix de la montagne qu'on est gentiment en train d'aborder. Comme vous le disiez avant, Daniel, nettement plus roulant sur une route plus large. Il devrait poser moins de difficultés que ce Grand Prix de la montagne de 3e catégorie. Mais on n'aurait peut-être pas imaginé véritablement que ce Grand Prix de la montagne de 3e catégorie à 30 km de la ligne provoque pas une telle sélection, mais une sélection quand même importante. Et on roule. Regardez, c'est Andy Schleck qui vient travailler. L'équipe Léopard qui roule beaucoup, probablement Stortogradi dans ce groupe. Ou une attaque de Fabian Cancellara dans le final. Pourquoi pas une préparation du final pour Fabian Cancellara également. C'est vrai que c'est un final qu'il affectionne, avec pas un gros groupe, donc moins de possibilités pour les sprinteurs d'avoir leur équipier autour de lui, autour d'eux, pour emmener la chasse. Mais voilà pourquoi peut-être qu'on voulait. J'ai comme l'impression que Mollema a été surpris. On aimerait bien voir quand même le... Ah ouais, c'est bel et bien Bauke Mollema qui avait été surpris dans cette cassure. Mollema deuxième du classement général à 1 minute 23. C'est pour ça qu'en fait on roule du côté de l'équipe Léopard. C'est une place sur le podium qui est en train de se jouer pour Frank Schleck. Mollema qui ne devait pas être très bien placé au moment d'aborder ce Grand Prix de la montagne de 3e catégorie. Et on a vu un équipier c'était Pete Winning qui a fait un effort considérable pour tenter de sortir Bauke Mollema dans ce Grand Prix de la montagne de 4e catégorie. Mais ça va être difficile, il est tout seul à regarder. C'est un terrain qui est extrêmement défavorable. Ah, c'est terrible pour Bauke Mollema, on en a bien parlé aujourd'hui. Tous ces efforts, plus d'une semaine d'efforts pour se retrouver deuxième au classement général. Il a passé des grands cols des Alpes, et là sur une bête difficulté pour un problème de placement, parce que c'est sûr qu'il a un coureur comme Bauke Mollema n'a aucun problème pour suivre les meilleurs sur une petite côte de 3e catégorie, mais il était probablement mal placé à ce moment-là. Erreur de jeunesse, il y a une cassure, il s'attendait sûrement pas à avoir une cassure pareille.
pareil. On l'a dit, hein, le Grand Prix de 3e catégorie, il n'y avait pas de descente. Ça a mis en route tout de suite dès le haut. Il s'est retrouvé de la cassure derrière. Quand il a voulu se rendre compte, c'était trop tard. Et maintenant, il est en train de perdre le podium et peut-être même une place dans les 5 ou les 10 premiers du classement général pour une bête erreur de placement. On le dit souvent, le placement c'est essentiel, c'est primordial. Et ben on en a l'illustration aujourd'hui avec un Bauke Mollema piégé qui maintenant tout seul, malgré l'aide de ses coéquipiers. Ouais, on a laissé décrocher un équipier dans le groupe de tête hein, pour donner un coup de main à Bauke Mollema. Et le voilà parti en chasse. Malgré tout, maintenant avec deux équipes qui roulent à l'avant. Les Léopards qui bien sûr roulent pour aller chercher une place sur le podium, mais il ne faut pas oublier qu'il y a la victoire d'étape qui est en train de se jouer, donc ça ne va plus se relever à l'avant, ça va rouler extrêmement vite pour revenir sur les échappées et pour empêcher le groupe de derrière de rentrer. Donc vraiment pour eux, ils se retrouvent là au milieu de nulle part, et pour Mollema, j'ai bien peur aujourd'hui qu'il va égarer pas mal de temps. C'est Mati Brechel hein, qui s'est laissé distancer. J'avais quand même le doute de savoir pourquoi l'équipe Léopard roulait à ce point. Je me doutais bien que peut-être qu'il y avait quelqu'un de piégé. On n'avait pas eu l'information. Peut-être effectivement, comme vous l'avez dit Daniel, une erreur de placement ou un incident, mais on n'a pas beaucoup d'informations sur cette circonstance de course. Mais toujours est-il que pour l'instant, Bauke Mollema qui est piégé en chasse-patate entre les deux groupes à 11 km de la ligne. Et là, c'est également des forces qu'il va laisser dans l'optique du contre-la-montre de demain. Et bon bah là maintenant je pense qu'il n'a pas du tout dans la tête le contre-la-montre de demain. Là, il en a déjà un aujourd'hui, hein, un contre-la-montre par équipe de 2. Là c'est une poursuite terrible, donc il est... Ouais, mais il reviendra pas, c'est trop défavorable cette portion de course là, cette portion de parcours là. C'est vrai que pour lui peut-être s'il y avait une petite côte ça aurait pu l'aider. Maintenant c'est vraiment une partie très très rapide et surtout on le répète, la victoire d'étape qui est en jeu. Donc, et voilà, Mati Brechel qui n'a plus d'essence dans le moteur au moment où les échappées sont repris à 10 km de la ligne. C'est un travail considérable d'Andy Schleck. Et maintenant c'est Jens Voigt qui prend le relais. Ils leur font très très mal hein, les coureurs de l'équipe Léopard au reste du peloton, tout particulièrement au groupe des sprinteurs battus et à Bauke Mollema. Et Bauke Mollema il est en train de se rendre compte que c'est le podium du Tour de Suisse qui est en train de s'éloigner pour lui, piégé dans cette accélération dans ce Grand Prix de la montagne à 30 km de la ligne ici à Schaffhouse. Et comme c'est dur de se dire qu'on a fait énormément d'efforts, qu'on a la possibilité d'aller chercher un podium ou pourquoi pas la victoire. On a parlé tout à l'heure qu'il pouvait nous surprendre sur le contre-la-montre et de tout perdre sur une erreur tactique l'avant-dernier jour. Alors des uns fait le bonheur des autres. J'imagine que Matthias Frank est à l'avant de ce groupe, donc pour lui ça va être une place de gagner au niveau du classement général également. Alors pas d'informations sur le Tour de Suisse, alors soit l'équipe qui s'occupe des informations en ligne en direct du Tour de Suisse nous écoute, soit ils n'ont pas plus d'informations. Je vais quand même juste vérifier pour être sûr que Bauke Mollema n'a pas été victime d'un incident mécanique. D'après le site officiel du Tour de Suisse, il aurait été mal placé. Il a écouté votre théorie. Ils ont écouté votre théorie, Daniel. Hein. Décidément, vous faites la une de la presse spécialisée du cyclisme ces derniers temps. Et on roule très très vite et 42 secondes d'écart, on ne reviendra plus. La victoire d'étape va se jouer parmi ces, on va dire quoi, cette trentaine de coureurs. On a repéré quelques noms qui allaient très très vite au sprint, dont Matthew Goss, dont Peter Sagan, dont Torusov. Et pour l'instant, on est à fond bien évidemment parce qu'on a réussi à piéger le deuxième du classement général, Bauke Mollema, Laurens Stendam à l'image. Et pourtant on a essayé de rétablir la situation du côté de l'équipe Rabobank. Bauke Mollema qui a tenté de contre-attaquer. On lui a donné deux équipiers, mais malheureusement rien à faire face à la formidable puissance de frappe de l'équipe Léopard Trek. Oui, et surtout au niveau de la Rabobank, ils étaient trois coureurs de très très bien placés. Donc les meilleurs coureurs qui pouvaient être à l'avant sont Tendam et Kruijswijk,
qui sont eux-mêmes bien placés au niveau du classement général, qu'on ne pouvait pas se permettre de sacrifier, bien entendu. Les autres coureurs qui ont un petit peu plus de mal dans la montagne étaient déjà à l'arrière, donc un Bauke Mollema qui s'est retrouvé esselé à l'arrière avec deux coureurs de son équipe à l'avant, bien entendu, mais qu'on ne pouvait pas sacrifier pour tenter de le ramener. S'il avait été le seul leader de son équipe, on aurait sacrifié l'équipe au complet pour justement tenter de lui faire boucher le trou. Là, malheureusement pour lui, ses deux autres coéquipiers sont également très bien placés au classement général, donc il se devait de rester à l'avant de la course. Et on joue la carte Kruijswijk au sein de l'équipe Rabobank. Pour la petite histoire, on peut dire que nos confrères de la télévision néerlandaise sont arrivés aujourd'hui à Schaffhouse, attirés par l'odeur des bons résultats de l'équipe Rabobank et attirés par le futur podium potentiel de Steven Kruijswijk. À 7 km de l'arrivée, avec 44 secondes de retard, ça ne reviendra plus à l'arrière. Et Andy Schleck, ça c'est normal, hein, il a effectué son rôle d'équipier, il n'a plus aucune prétention au niveau du classement général, il a énormément donné pour... creuser l'écart et donc fort logiquement il se relève en vue de l'arrivée. On n'est pas dans la discussion de où on est Andy Schleck, c'est autre chose. Non, là aujourd'hui on peut même plutôt tirer un grand coup de chapeau aujourd'hui à Andy Schleck qui aura été un des premiers à accélérer, à durcir la course dans les portions difficiles et donc qui aura permis cette cassure. C'est vraiment l'équipe Movistar et l'équipe Leopard Trek qui a vraiment bien joué le coup dans cette bosse et ils avaient effectivement repéré le final, hein, parce que à 40 km de la ligne ils étaient déjà tous les Leopard Trek et regardez le signe d'Andy Schleck, assez génial. Il a montré à la caméra en disant que de toute façon ils étaient partis. C'est bien joué de la part de l'équipe Leopard aujourd'hui. Oui, très beau jeu tactique, beau jeu d'équipe, bon repérage de ce final d'étape et Andy Schleck qui se relève après avoir effectué le travail. Aussi, j'imagine, dans l'optique du contre-la-montre de demain où il va certainement s'imposer un test grandeur nature. C'est ce que vous dites, vous, dans la presse internationale. Et la pluie qui fait à nouveau son apparition ici, sur la ligne d'arrivée. Et ça, c'est important parce qu'on l'a dit, c'est un gymkhana au moment où on va entrer dans la ville de Schaffhouse, avec notamment les derniers kilomètres qui sont assez compliqués, avec de nombreux virages de ronds-points et autres obstacles urbains. Et on voit là tous les coéquipiers de Frank Schleck. Hein. Frank Schleck est en train de se replacer au niveau du général. Il sera sur le podium ce soir. Cunego de Ghent. On voit également les Garmin là, qui vont travailler pour Torosoft. Et dans l'équipe Quickstep, qui va vite dans l'équipe Quickstep à part Tom Boonen? On a vu qu'il n'était pas dans cette... Gert Stegmans, bien sûr, quoi. Donc un autre grand sprinter qu'on avait découvert justement au sein de cette équipe Quickstep, qui a un petit peu disparu de la circulation ces dernières années, qui est revenu à l'équipe Quickstep, l'équipe de ses premiers amours, qui est là surtout pour emmener les sprints à Tom Boonen, mais qui a une belle pointe de vitesse, qui peut jouer sa carte personnelle également. De l'arrière, hein, l'écart qui plafonne à une trentaine de secondes. C'est Tjolek qui est là pour l'équipe Quickstep. Tjolek qui va aussi assez vite. Qui va aussi assez vite. C'est vrai que l'équipe Quickstep qui a amené ici une équipe qui ressemble plus à l'équipe qu'on a tendance à aligner sur les classiques. Ce sont tous des coureurs qui ont un petit peu du mal dans la montagne, mais qui vont très vite sur le plat et qui ont une belle pointe de vitesse. Alors, il m'a semblé également apercevoir Greg Van Avermaet, le sprinter de l'équipe BMC. Si on fait un petit peu le point des sprinters, Torosoft, Peter Sagan, Mathieu Goss, Greg Van Avermaet, Tjolek. Et de nouveau ce travail incroyable de Jens Voigt. Jens Voigt, dès qu'il prend le relais, on voit tout de suite l'écart augmenter de 4 ou 5 secondes. Et voilà, il donne tout. Fini son travail. Mais alors là, il a vraiment tout donné. Hein.
c'est caractéristique de Jens Voigt. Il donne jusqu'à exténuation et il se relève, il est arrêté au milieu de la route. On voit Tendam là qui donne des instructions sur son oreillette. Je comprends pas ce qu'il a dit, mais à mon avis ça doit être quelque chose du genre voilà, donc ça commence à s'épuiser à l'avant, il faut y croire encore à l'arrière. Vous pouvez rentrer, Jens Voigt vient de lâcher, il n'y a plus beaucoup de coéquipiers pour la Léopard qui assure la plupart du travail. Reste 4 km, il faut y aller. Oh là, la voiture, hein, c'est assez incroyable là, ce qui vient de se passer. Il y a une voiture qui a passé par la droite et on a vraiment frôlé l'incident. Je n'ai pas pu voir si c'était une voiture de commissaire ou une voiture des jurys ou des sponsors, mais c'était vraiment extrêmement limite hein, sur ce passage-là. Il a fait l'intérieur alors que les voitures doivent dépasser par la gauche le peloton. C'est un mouvement assez dangereux. Et voilà, on quitte la route principale sur la gauche au moment d'entrer dans Chafouze. Maxime Montfort, qu'on a vu énormément travailler dans la montagne, qui fait encore un gros travail aujourd'hui sur la plaine. Il aura mérité lui aussi son plat de pâtes ce soir. Son plat de pâtes et sa sélection pour le Tour de France, bien entendu. « 35 secondes. C'est l'écart entre les deux groupes. On le rappelle, à 30 km de la ligne à la faveur d'une difficulté de 3e catégorie. L'équipe Léopard Trek et l'équipe Movistar ont toutes deux durci le rythme au sein du peloton. Le peloton qui s'est scindé en deux avec un groupe d'une quarantaine de coureurs qui possèdent 35 secondes par rapport au reste du peloton. Et la plupart des favoris pour le sprint ont été piégés dans cette cassure. À l'avant, on retrouve parmi les sprinteurs Sagan, Hushovd, Goss. Et une attaque d'un coureur de l'équipe Vacances Soleil. 2 km de l'arrivée. C'est Marcato de nouveau. C'est Marcato qui a attaqué Daniel. Marcato qu'on a déjà vu faire un mouvement de course assez semblable du côté de Tobler. Tobel Tagershon, voilà. Tagershon. Failli réussir. Qui aujourd'hui a décidé de partir un petit peu plus loin, à 2 km de l'arrivée. C'est Waterpools. C'est Waterpools. Et il plafonne, il ne parvient pas. Et attention, on va entrer dans ce Gymkhana final avec un virage sur la droite à 90 degrés et un virage en épingle à 500 mètres de la ligne avec le passage d'un rond-point. On ne va pas se regarder là au sein de ce groupe principal. Ça roule très vite, on voit Waterpools qui plafonne, il a pris quelques mètres tout de suite mais il n'a pas réussi à creuser l'écart. La flamme rouge, faites vos jeux. Quel est le coureur le plus rapide de ce groupe? Les Liquigas, ils y croient, ils veulent l'emmener pour Peter Sagan. Attention à Mathieu Goss. Moi j'ai quand même l'impression que Mathieu Goss, il est un poil plus véloce que Thor Hushovd ou que Peter Sagan. On va avoir la réponse à cette question dans quelques instants. Voici le premier virage dangereux à 1 km de la ligne. Ça passe sans encombre pour le groupe de tête. On relance extrêmement rapidement du côté de l'équipe Liquigas. Gros virage sur la gauche à négocier avant d'attaquer la dernière ligne droite en vue de l'arrivée. Sagan très bien placé avec dans sa roue bien évidemment Thor Hushovd, Tjolek, Mathieu Goss lui aussi il est très bien placé. Attention à ce virage autour du rond-point. Trajectoire tendue et on est à 400 mètres de la ligne. On aimerait bien voir la ligne d'arrivée plutôt. Voilà, effectivement, qui c'est qui va lancer le sprint en premier? C'est Peter Sagan sur la gauche qui lance le sprint en premier. Non, j'ai l'impression que c'est Tjolek. Très difficile de se faire une idée de cette distance. Et c'est quand même un coureur de l'équipe Garmin qui pour l'instant est en tête. Et Sagan qui fait l'effort. Et Sagan qui va venir s'imposer ici. Ça va être la deuxième victoire de Sagan après sa victoire à Grindelwald. Et il résiste, se fait très mal. Et victoire de Sagan. Magnifique victoire de Peter Sagan. Il y avait également Ben Swift dans les différents sprinteurs. On n'avait pas réussi à recenser. Sagan devant Ben Swift. La troisième place est à mon avis pour Mathieu Goss. Mais alors, Peter Sagan, une nouvelle fois présent au rendez-vous.
Et il y a des cassures également dans le groupe principal. Un maillot jaune, deuxième victoire d'étape pour Peter Sagan. On annonce Sagan, Goss, Swift. Peter Sagan qui avait vraiment de la marge, il a sorti tout le monde de sa roue. C'est pas un sprint qui se joue à la photo finish. Il met plus d'un vélo d'avance sur le deuxième. On parlait de Torushoft, mais on a vu qu'il manquait un petit peu de pointe de vitesse sur ce genre d'arrivée. Et voilà les coureurs qui arrivent au compte-gouttes et j'ai comme l'impression... C'est Georgin Capi qui en termine. Et il y en a vraiment partout des coureurs. Greipel qui en termine avec 1 minute. Tom Boonen. Cavendish également loin, très loin du compte. Finale d'étape qui a finalement créé beaucoup d'écarts, beaucoup de difficultés. Des coureurs un petit peu partout. Ça discute entre les Rabobank, les Léopards. Et Peter Sagan qu'on revoit à l'image, qui a parfaitement négocié son sprint, qui a démarré au bon moment et qui se permet de lever les bras largement en avance avec plus d'un vélo d'avance sur le deuxième. Sagan, Goss, Swift, Coldo Fernandez, Torushoft. Peter Sagan qui pourra se vanter d'avoir gagné et l'étape de montagne de ce Tour de Suisse et la seule arrivée vraiment au sprint. Donc registre complet pour ce coureur. Sagan, Goss, Swift, Fernandez, Hussoft, Roras, Tjolek, Stannard, Clark, TJ Van Garderen, Pablo Lastras, Backlands, Kruijswijk, Cunego, Fogelsang, Matthias Frank, Paolini, Caruso, Kangert et Maric. Ce sont les 20 premiers au niveau de l'étape du jour. Et au niveau du classement général, il y a un changement. C'est bien évidemment... Encore des cassures, alors qu'on voit arriver Andreas Klöden tranquillement avec Fabian Cancellara. Avec Fabian Cancellara. La principale évolution au niveau du classement général, c'est Bauke Mollema qui perd 3 places. Donc Schleck qui monte sur le podium et il compte 1,41 de retard par rapport à Damiano Cunego. Mais quand même, c'est quand même le constat qu'on peut faire, Daniel, hein, parce que ce final, malgré, on va dire quoi, ce circuit tortueux vers les chutes du Rhin, malgré ces 2 petites bosses dans le final, c'était pas un final compliqué. Et on voit des coureurs, il y en a absolument partout, un peu comme si on arrivait sur une arrivée en côte. C'est vrai que sur tout ce Tour de Suisse, dès la moindre difficulté, le peloton explose en vol. Il y en a absolument partout. Il y a une fatigue importante au sein du peloton. C'est vrai que ça roule très vite, que le parcours a été difficile. Mais bon, pour l'avoir reconnu, cette fin d'étape, on aurait pu imaginer une arrivée en sprint massif. Et non, ça a quand même bien cassé. Et on l'a vu sur le groupe de poursuivants, ça a encore créé des cassures. C'est vrai que ça a roulé extrêmement vite pour tenter de réaliser la jonction. Ils n'y sont pas parvenus. Et les coureurs qui finissent quasiment un par un, totalement épuisés. Peter Sagan qui arrive et qui met presque 1 seconde d'avance au deuxième. Peter Sagan, ce talent du cyclisme, il n'est pas rassasié encore, hein. On n'a pas fini de le voir lever les bras. Voici donc le classement de cette étape. Peter Sagan devant Matthew Goss, Ben Swift qui avait remporté l'étape de Genève au Tour de Romandie, Coldo Fernandez, Torushoft, José Joachim Roras, Tjolek, Jan Stannard, Simon Clark et TJ Van Garderen. C'est le classement de cette 8e étape. Et au niveau du général, la principale victime du jour se nomme Bauke Mollema, qui a été pris dans cette cassure et qui pointe désormais au 5e rang au niveau du classement général. Pas de changement pour le reste. Et c'est demain que seront fixées définitivement les positions au niveau de ce classement général. Après un contre-la-montre de 32 km autour de Schaffhouse, avec bien évidemment des coureurs à surveiller comme Levi Leipheimer, le coureur américain qui, vous le voyez, pointe au 4e rang avec 2 minutes de retard par rapport à Damiano Cunego. Est-ce que Damiano Cunego a les capacités de résister? Eh ben, on aura la réponse à cette question d'ici demain, tandis qu'on a des jeunes supporters de Beat Breux